A warm welcome to all who have joined us today from around the world. My name is Apajot Bia, Je and voudrais I'm souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je suis Apadia, je suis la présidente de réseau also a part de- of the Gender du groupe de Policy travail des femmes. Committee. Je suis la I'm going to be championne your des moderator droits today. And before we du start, genre I'm going to au hand it over to niveau de Marcus to give us HCR. a quick overview Avant and d'aller then plus loin, je voudrais today's passer session. la parole à Marcus qui va nous donner les instructions pour la séance de ce jour. Merci, Apadiok. Avant de commencer, je voudrais vous donner quelques instructions techniques. Sachez que l'interprétation est disponible en anglais, français et arabe. Veuillez cliquer le bouton, l'icône au bas de votre écran pour choisir la langue que vous voulez. Donc, si vous voulez aussi des sous-titres, vous pouvez cliquer sur l'icône Montrer sous-titres. Il y a également une vidéo en direct à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le lien qui sera disponible dans le chat. Ma collègue va partager tous ces liens avec vous au cas où, bien entendu, vous avez des difficultés. Pendant l'événement, s'il vous plaît, vérifiez votre boîte des discussions. Si vous avez des problèmes, vous allez nous contacter là pour euh, que nous puissions vous aider. Si vous avez des commentaires, vous pourrez également cliquer sur le lien de la vidéo directe et notre collègue va partager vos commentaires. Sur ce, je voudrais donner la parole à Apadiok. Merci, Marcus. Notre session, nous avons le plaisir de vous présenter notre méthodologie sur l'AGD. Et cette méthodologie implique le travail avec les femmes, les leaders féminines et les organisations dirigées par les réfugiés. Vous allez écouter des experts qui sont Leila Rashman, qui est du Cassis Center. Nous avons Kiptia, qui est de Myanmar Women Refugee Organization. Nous avons Mayamadi, qui représente une organisation locale. Nous avons également Thomas Albrecht, qui est le représentant du HCR en Malaisie. C'est et alors, nous voulons, à travers ce programme, non seulement la participation des réfugiés, mais un exploit. Et nous avons des exemples et que nous allons partager avec vous. Nous allons commencer avec la méthodologie et ensuite nous allons partager des films, des courts-films sur nos projets. Ensuite, nous allons inviter les participants à participer à un exercice. Nous allons écouter les parties prenantes importantes, Léna, Kecha et Thomas. J'ai l'honneur d'inviter le haut commissaire des droits de l'homme, Gillian Trist, qui va donner les propos préliminaires. Salut à tout le monde. C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous sur ce forum pour parler des femmes et des filles réfugiées dans le cadre du Compact mondial sur les réfugiés. Et également, vous parlez de la méthodologie. Il y a maintenant 25 ans que nous avons eu la conférence de Beijing et il est temps d'évaluer ce que nous avons fait. Nous avons décidé à Beijing, afin d'atteindre l'égalité des sexes de façon transformative.
laquelle a pour avoir des objectifs positifs. Et ce forum a organisé plus de 100 événements et qui va aboutir au forum en tant que tel dans quelques jours, soutenu par les gouvernements de France et du Mexique. Le programme a commencé au Mexique et aura son apogée à Paris et verra le programme du Pacte mondial pour les femmes. Et l'UN, le secrétaire de l'ONU sera présent. Il y aura également des représentants de haut niveau. Et ce programme sera l'occasion de montrer l'engagement des gouvernements, des ONG. Il y aura 17 000 participants venant de plus de 7 pays et plus de 600 demandes de participation ont été envoyées. Et ce sera organisé par l'université de façon conjointe par le gouvernement australien, l'université de Gare du Sud et le HCR. Donc, le but, c'est de contribuer à la participer aux réfugiés femmes en utilisant des approches locales pour atteindre l'égalité sexuelle. C'est une opportunité importante pour le secteur privé, les organisations financières, les organisations professionnelles et toutes les entités pour que l'égalité des genres soit un rêve réalisé. L'ONU fait en sorte que les femmes et les filles qui sont réfugiées soient incluses et participent à l'égalité des genres qui a été exacerbée, qui a été mise à mal à cause de la COVID. Nous voyons que le modèle qui a été mis en place est très efficace, surtout en temps de COVID, et qui aura un impact non obligeant. Au lieu que ce soit quelque chose auquel les États seront réticents, ça sera quelque chose de réunificateur. Je vais mettre l'accent sur le travail des organisations dirigées par les réfugiés. Et je félicite par la même occasion l'organisation dirigée par APAJOD et les autres organisations. Le but, c'est de promouvoir des outils pratiques afin que nous puissions atteindre nos objectifs. L'événement va aussi mettre en exergue l'intersection entre l'égalité sexuelle et d'autres types de violences qui sont perpétrées contre les femmes et les filles. Et il a été intéressant de noter pendant la pandémie, nous savons que au cours de la COVID, les premiers experts dans l'autonomie, ce sont les femmes et les filles. En termes de réponse à l'accès aux services, le HCR s'engage à respecter la participation significative des filles et femmes déplacées dans toutes les discussions et surtout dans le processus de prise de décision concernant leur famille et elles-mêmes et leur communauté. Nous voulons maximiser cette capacité dans le cadre de la politique de HCR pour l'égalité. Et toutes les autres agences de l'ONU ont bien entendu participé afin que les femmes puissent participer à toutes les décisions. En 2020, la participation des femmes dans la gestion des affaires de réfugiés a augmenté de 36%.
avec la participation du HCR. Les, les bonnes pratiques sont toujours significatives et positives pour notre plaidoyer. En 2021, le HCR a publié 3 exemples de bonnes pratiques et de cas d'études avec nos partenaires au Niger, Nigeria, au Cameroun, en Ouganda, au Tchad, au Rwanda, au Kenya. Et ces exemples mettent en exergue l'importance de l'égalité des genres, Ceci dit, l'importance du panel d'aujourd'hui montre la significance, l'importance du programme de ce jour. Alors, et au lieu de consulter simplement les femmes, désormais, nous voulons atteindre la participation des femmes. Et nous avons l'inclusion des femmes et des femmes. En tant qu'avocate, je connais l'importance des langues. Et cette idée nous permet d'aller de l'avant vers l'atteinte de nos objectifs. Je pense qu'il est clair que le HCR demande incessamment à nos partenaires de mettre en exergue une approche qui va empêcher le chevauchement. Le HCR fera en sorte que le programme sur l'égalité des genres soit effectif, afin que la voix des femmes et des filles soit entendue, afin qu'elles puissent avoir accès à l'éducation et aux services de santé de reproduction, que ce soit au niveau primaire, secondaire et tertiaire. Et comme vous le savez, cela contribuera à enlever des lois de discrimination dans nos différents codes. Je vais passer la parole à une autre personne, toute autre personne. Je passe la parole à Abadjok. Merci, Jirian. Nous allons étudier une approche multipartite qui veut la participation des femmes avec la participation des ONG locales. Ça s'appelle Reciprocal Research, qui a été réalisé il y a 20 ans de là avec des femmes, des organisations de femmes. Et ce projet a été mis en œuvre dans plus de 22 pays à travers le monde, avec des réfugiés et des organisations humanitaires. C'est basé sur et met en exergue le concept d'intersectionnalité. Il y a des consultations profondes, l'identification des solutions et des planifications stratégiques. Et la particularité, c'est le modèle utilise un langage simple et non complexe. Les femmes réfugiées non seulement analysent les problèmes, mais aussi proposent des solutions. Je vais vous présenter Linda Bartolomé, qui est organisatrice d'une organisation importante. Elle travaille avec les réfugiés depuis plus de 20 ans. À vous la parole, Linda. Merci beaucoup, Abadjok. Bonsoir à tout le monde. Avant d'écouter nos collègues de Malaisie, je vais vous parler du Reciprocal Research et comment ça a été développé. Dans notre programme actuel, nous mettons l'accent sur les femmes et les filles réfugiées dans le Pacte mondial sur les réfugiés. Et c'est un projet
partie. Il est basé sur la participation des femmes et filles réfugiées, le soutien aux organisations dirigées par les réfugiés et lutte contre la violence basée sur le sexe et le genre. Et cela a lieu en Thaïlande, au Bangladesh. Au lieu de vous parler de la méthodologie, je vais vous montrer un film très bref qui vous montre la formation des formateurs sur les droits de l'homme. Ensuite, je vais vous parler de l'utilisation des techniques par les femmes et comment je veux vous dire que notre méthodologie met l'accent sur la lutte contre l'inégalité des genres. Donc, nous visons à utiliser les conditions des femmes et filles réfugiées à tous les niveaux de la société. Et nous prenons en compte les éléments tels que l'âge, les handicaps, puisque ce sont des éléments qui peuvent exacerber la marginalisation. Ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est un exercice de matrice qui permet aux participants d'explorer et analyser des éléments importants en tenant en compte l'âge et le sexe. Les participants travaillent en petits groupes pour discuter des problèmes sur l'axe gauche, tels que l'accès à l'eau, l'éducation, la nourriture. Comment ces éléments puissent impacter, influencer les éléments sur l'axe droit. Les femmes, donc, font un rapport sur le résultat dans un groupe plus grand. Et cet exercice peut prendre souvent plus d'un jour. Nous utilisons cette matrice à la fois avec les hommes et les femmes. Et notamment, vous verrez que sur nos sites, différents groupes utilisent cette matrice. Et les femmes utilisent des images personnelles pour décrire ou, disons, pour faire cet exercice. À présent, nous vous présentons le film. It doesn't matter what race you belong to, what ethnicity. It says it doesn't matter whether you're a man or a woman. C'est quoi les droits de l'homme? Peu importe que vous ayez un handicap ou pas, peu importe que vous êtes lesbienne ou gay, peu importe que vous êtes, tant que vous êtes humain, vous avez les droits. Le genre fait partie du système privilégié que nous avons. Dans tous les pays du monde, il y a la classe dominante, il y a des boss, les leaders, et au bas de l'échelle, nous avons les groupes ethniques. Vous savez, au sujet de l'intersectionnalité, c'est que tous ces éléments, vous pouvez les rencontrer en même temps. Nous avons la rue du sexisme, l'autoroute de la religion. Et voici tous ces véhicules venant de toutes ces voies se croisent. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons une collision au milieu de laquelle les femmes sont piégées, victimes. Nous avons là la matrice de l'exercice. Nous avons différents groupes de femmes. L'idée de cette matrice, c'est de comprendre comment les différents groupes sont affectés par les problèmes. Nous ne disons pas, est-ce que c'est un problème pour les femmes? Mais bien plus, est-ce que c'est un problème qui concerne les vieilles, les femmes âgées, les jeunes femmes, les lesbiennes, les bisexués, les transgenres? Il y a un autre groupe qui est celui des handicapés. Alors, nous allons au-delà de
l'observation du problème. Nous les analysons. Ici, nous découvrons les différentes barrières. La violence basée sur le genre, la non-participation aux décisions. Est-ce que vous avez l'opportunité de vous asseoir au table des discussions pour participer et dire, en tant que femme, c'est ce que nous voulons, voici ce que nous voulons, voici ce qui est important pour nous. Dans certaines communautés, lorsque les femmes sont violées, elles peuvent être tuées ou forcées à se marier leur violeur, ce qui augmente le niveau de violence domestique. Et elles ont des difficultés à accéder aux services, à avoir accès aux services, surtout quand elles sont homosexuelles. Et nous avons le cas de cette dame qui travaillait dans une organisation, dans une entreprise, et son patron lui a dit, si tu veux avoir un plus grand salaire, il faut que tu accordes le sexe. Pour les filles de 0 à 12 ans, elles sont exposées à la violence sexuelle. Même les enseignants violent. On a peur, nous avons peur d'aller à l'école à cause de la violence sexuelle. Les filles de 13 à 18 ans ne peuvent pas se rendre à l'école parce que leurs parents n'ont pas les moyens. Nous n'avons pas le droit à l'éducation. C'est pourquoi il y a les mariages forcés. La plupart de ces filles deviennent des mères avant l'âge de 18 ans à cause du mariage forcé. Il n'y a pas d'abri suffisant pour nous, même pas de nourriture. Nous devons lutter chaque jour pour joindre les deux bouts et nous sommes exposés à la violence sexuelle. Et nous n'avons pas de soins de santé, de nourriture, ce qui oblige les femmes à vendre leur corps. Il y a la violence sexuelle au travail parce que les femmes n'ont pas de documents et elles n'ont pas de droit de travail. Les femmes ne se plaignent pas, ne portent pas plainte. Ne portent pas plainte parce qu'elles se disent qu'elles sont réfugiées, et aussi parce qu'elles craignent que leur employeur leur fasse du chantage. Souvent, on ne se plaint pas on ne porte pas plainte parce qu'on risque des représailles dont on a peur. Les problèmes et les barrières auxquelles nous sommes confrontés en tant que femmes réfugiées en termes de participation sont liés à la violence sexuelle et basée sur le genre. Nous ne sommes pas invités aux tables de discussion pour les prises de décision. Je rêve d'un monde en dehors de la clôture métallique. Il y a de milliers de femmes, de personnes dans les camps. Ici, nous avons un cas de viol. Et la deuxième image, c'est la violence domestique. Cela se passe à cause de la discrimination de genre. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Il n'y a pas de sécurité et il n'y a pas d'état de droit. Et l'impact, c'est l'anxiété, la tristesse et même la honte. Et les femmes se sentent toujours menacées. Certaines ont des problèmes de santé mentale et vont jusqu'à commettre le suicide. À cause de ces problèmes de violence sexuelle, elles se sentent inutiles. C'est cela la réalité, malheureusement. Je voudrais d'abord, avant tout, encourager les femmes qui ont parlé dans ce film. Et je voudrais aussi, vous avez pu voir comment
la richesse réciproque et la matrice ont apporté. Merci Linda, ça a été une très bonne vidéo. So now we're going to give you the opportunity to have a go at the matrix yourselves based on your own experiences. But before we do that, I'm going to ask Kipte and Fadia to Nous allons demonstrate vous donner l'opportunité d'utiliser cette matrice, mais je vais d'abord me concentrer sur l'impact des violences sexuelles sur les femmes en nous servant de cette matrice. Il s'agira d'une simulation. Supposons que nous avons déjà discuté de ces différents points en session plénière. Je vais maintenant vous demander à chacune des participantes de proposer leur solution et quelles peuvent être les causes de ces barrières, de ces obstacles. Kipte, vous avez la parole. Merci. Nous avons reçu de nombreux rapports de différentes communautés sur les points que nous allons évoquer. Nous allons commencer par le groupe des femmes âgées de 0 à 12 ans. Elles vivent dans des espaces particulièrement peuplés. Elles n'ont pas droit à leur vie privée. Parfois, elles n'ont pas suffisamment d'espace pour se mouvoir. Elles sont victimes de violences et de viols. Les jeunes filles âgées de 13 à 18 ans peuvent être violées ou souffrir de violences sexuelles à tous les niveaux, que ce soit dans la rue, dans les marchés, à l'école ou par des personnes qui sont censées les protéger. Elles sont beaucoup trop jeunes pour être enceintes et certaines d'entre elles perdent la vie. Pour les femmes âgées de 19 à 24 ans, ce sont de jeunes femmes qui, tout comme les jeunes filles, sont particulièrement ciblées où qu'elles se trouvent. Elles sont obligées de vendre leur corps pour avoir de l'argent, des biens ou pour être logées. Lorsqu'elles se rendent, par exemple, quand on prend le cas de certaines qui travaillent, leurs employeurs les violent parfois. Et les femmes, les mères célibataires sont parfois aussi des victimes de ces violences. Pour les femmes âgées de 25 à 50 ans, elles sont victimes de viols, de harcèlement, de violences chez elles. Et parfois, pour les personnes âgées, elles sont abusées sexuellement par ceux qui sont censés s'occuper d'elles à l'hôpital ou alors par ceux qui sont en charge d'elles. Les membres de la communauté LGBT sont discriminés et sont victimes de violences sexuelles. Ils ont peur de dénoncer leurs agresseurs et sont exclus de certains systèmes. Pour les femmes et les filles vivant avec un handicap, elles sont également victimes de violences sexuelles et c'est plus difficile pour celles qui souffrent de handicap mental parce que lorsqu'elles tombent enceintes, par exemple, leur famille les abandonne. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Kipte vient de partager. Je vais passer au groupe des filles âgées de 0 à 12 ans. Elles ne peuvent pas, par exemple, aller à l'école. Lorsqu'elles sont dans la rue, par exemple, elles sont exposées. Leurs enseignants peuvent parfois également les violenter ou alors les violer. Pour les jeunes filles âgées de 13 à 18 ans, elles ne sont pas autorisées à aller à l'école. Elles n'ont pas droit à un avenir meilleur. Elles sont obligées de se marier très jeunes. Elles tombent enceintes très jeunes. Elles sont parfois violées. Et certaines d'entre elles, lorsqu'elles tombent enceintes, sont tuées par les membres de leur famille. Les jeunes filles âgées de 19 à 24 ans, par exemple, souffrent de violences sexuelles et de violences domestiques. Parfois, puisqu'elles ne sont pas capables de s'occuper d'elles-mêmes, eh bien, elles sont obligées de retourner vivre avec leurs agresseurs. Pour les femmes âgées de 25 à 50 ans, nous pouvons dire que ce groupe est particulièrement sujet aux violences domestiques et au harcèlement. Elles essaient aussi de protéger leurs filles de violences sexuelles et parfois certaines d'entre elles estiment que le mariage précoce est une solution pour protéger leurs filles. Pour les femmes âgées, nous remarquons que certaines d'entre elles sont victimes de violences domestiques parce qu'elles ne peuvent pas se nourrir toutes seules. Certaines d'entre elles ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas puiser de l'eau, ne peuvent pas acheter à manger et elles se retrouvent parfois dans la rue.
Pour les membres de la communauté LGBT, eh bien, ceux-ci ou celles-ci sont victimes de violences, de viols. Ils ne peuvent pas, par exemple, recourir à des services de soutien. Pour les femmes et filles handicapées, groupes très vulnérables, elles n'ont pas accès à l'éducation, à des opportunités de travail, entre autres. Nous pouvons donc voir avec cette matrice un exemple de son fonctionnement. Tous les participants auront la possibilité de partager leur expérience et leurs histoires. Je vais donc passer à d'autres exemples. Par exemple, nous avons remarqué que les violences sexuelles ont un impact sur l'accès à l'éducation, aux moyens de subsistance, entre autres. Je vous donnerai maintenant la possibilité de remplir cette matrice. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons à peine 5 minutes. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez identifier les obstacles à la participation effective des femmes dans les processus de prise de décision? Si vous avez suffisamment de temps, je vous propose de compléter rapidement cette section. Je vais passer rapidement la parole à Marcus qui va nous montrer comment est-ce que cette matrice fonctionne. Merci Marcus. Merci à tous d'avoir utilisé cet outil avec autant d'enthousiasme. Je vais commencer à lire les commentaires. Je vais essayer de regarder ce que nous avons à l'écran. En ce qui concerne les filles âgées de 0 à 12 ans, nous avons à ce niveau leur tuteur. Il y a des petits points qui m'empêchent de lire. Donc, leur tuteur. Alors, je pense que la phrase dit les tuteurs décident à la place de leur pupille. Je suis tout à fait d'accord. Si, par exemple, on utilise des mots assez compliqués pour les enfants et qu'on pense que tout le monde les comprend, eh bien, ce n'est pas juste. Je crois également que c'est un problème intersectionnel que nous examinerons tout à l'heure. Nous avons besoin de méthodologie pour exprimer les besoins des enfants. Je pense que c'est aussi très juste. Les femmes réfugiées et les filles constituent un groupe, un bloc, mais je pense qu'on pourrait essayer de diviser en plusieurs parties pour mieux comprendre leurs problèmes, adapter chacune des méthodologies au groupe en question. Pour les filles âgées de 13 à 18 ans, si je ne me trompe pas, nous avons des femmes qui sont discriminées à cause de leur âge. Leur point de vue n'est pas pris en considération. Je suis tout à fait d'accord aussi. C'est vrai que parfois, si elles n'ont pas accès à l'éducation, c'est très difficile pour elles d'avoir accès à des plateformes où elles peuvent partager leurs idées et participer avec enthousiasme à ces initiatives. Pour les femmes âgées de 19 à 24 ans, elles sont victimes des systèmes patriarcaux. Leur point de vue n'est pas valorisé. Elles ont un accès limité à l'éducation. Leurs mères et elles-mêmes ne sont pas considérées comme des preneurs de décision. Tout à fait. C'est également un point qui revient très souvent dans cette matrice intersectionnelle. C'est un point qui est régulièrement soulevé et que nous devrions résoudre ensemble pour l'égalité des genres. Pour les femmes âgées de 25 à 50 ans, elles travaillent beaucoup. Leur voix n'est pas valorisée dans les espaces publics. Les structures gouvernementales en place n'ont pas suffisamment de mesures pour encourager leur participation et leur engagement efficace et pertinent.
Encore une fois, vous avez tout à fait raison. C'est surtout en ce qui concerne le poids des tâches ménagères, parce que lorsque elles ne sont pas éduquées, on se rend compte qu'elles doivent encore devoir s'occuper de leurs enfants alors qu'elles sont dépourvues de l'expérience nécessaire pour de telles tâches. Les femmes des autres groupes, les femmes âgées, sont considérées comme étant illettrées. Elles sont considérées comme trop vieilles pour avoir quoi que ce soit à apporter. Elles sont discriminées parce qu'elles n'ont pas accès aux outils numériques. C'est tout à fait vrai. C'est vrai que, par exemple, des plateformes comme que nous avons ne sont pas toujours à leur portée. Je suis désolée de vous interrompre, mais est-ce que vous pourriez rapidement passer en revue ces différents commentaires? Ce que nous voyons revient très souvent. On ne valorise pas beaucoup les voix des femmes. C'est un point très important. On ne leur donne pas non plus les espaces nécessaires pour pouvoir s'exprimer. Merci pour tous ces commentaires. J'aimerais préciser que dans chaque pays où nous avons utilisé cette matrice, les violences sexuelles et sexistes sont un point qui revient toujours. Je vais passer rapidement la parole à Linda afin qu'elle nous explique exactement quelle sera l'étape suivante de cette méthodologie de recherche d'enseignement réciproque. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, des questions, des commentaires, mentionnez-les dans le chat. Merci à Pajok. Après avoir rempli cette matrice, on leur demande de travailler en petits groupes pour partager des solutions. Elles peuvent utiliser une technique de scénario-image avec des mots et des images pour proposer des solutions, pour parler des discussions disponibles et proposer des solutions innovantes que nous proposons à d'autres acteurs. Ensuite, les femmes réfugiées travaillent avec les agents présents pour mettre en place des réponses qui s'alignent avec leurs propositions. Tout à l'heure, avec nos partenaires malais, nous aurons une vue concrète de ce que je suis en train d'expliquer. Eh bien, la vidéo que nous allons vous montrer tout de suite explique en détail comment est-ce que la technique de scénario-image fonctionne. Voici la vidéo. Vous avez 6 questions et chaque image répond à une problématique. La première image précise quel est le problème en présence. La deuxième image nous précise comment est-ce que ce problème affecte la jeune femme ou la jeune fille. Selon vous, quelles peuvent être les solutions à ces problèmes? C'est un plan stratégique que nous vous demandons de dessiner. Sur cette image, un homme frappe une jeune fille. C'est une victime de violences sexuelles et sexistes. Ce sont des obstacles au développement des femmes. C'est pour lui permettre d'avoir un avenir meilleur, pour être dans un environnement sûr et en sécurité. Thank you, Linda. So, I hope you all now have a clear idea of the steps that are involved in reciprocal research process. We are now going to hear from the representatives from the multi-stakeholder team that were involved in this process in Kuala Lumpur. They will share their experiences of the ways in which this model has fostered collaboration, inclusion, and the leadership of refugee women, and the small projects in which they come from and they're working on. Nous allons maintenant écouter le groupe de Kuala Lumpur et leur activité comprend la matrice. Nous avons commencé cette activité en juillet 2019 avec des entités gouvernementales, des ONG, pour écouter les recommandations des femmes réfugiées.
Vous allez d'abord écouter Maëla. Et elle fait partie d'une organisation qui soutient les réfugiés dans la communauté Rohingya. Elle fait partie de ces organisations qui ont travaillé avec cette matrice. Nous avons travaillé sur les thèmes du soutien des femmes. Elle travaille, vous allez écouter aussi Kipte, qui est le point focal le point focal du projet pour Miro. Son organisation met à la disposition des organisations et des communautés un espace sûr. Elle va parler de problèmes, des contributions de ce projet pour les femmes. Nous allons écouter Fadia Santomaiti, qui est un conseiller agréé qui travaille avec Tenaganata depuis 2013 et travaille sur les thèmes du genre et de la violence sexuelle. Il a joué un rôle important pour ce projet. Il va mettre l'accent sur le monde des ONG et les défis auxquels nous avons été confrontés. Nous aurons Albrecht, qui est le représentant du HCR en Malaisie, qui va nous parler de l'importance du soutien aux réfugiés. Avec son équipe à Kuala Lumpur, il a joué un rôle important pour l'inclusion du leadership féminin. J'ai le plaisir de vous présenter Rashman. Je voudrais mettre l'accent sur ceci. Elle a appris l'anglais de façon personnelle, autonome. Elle peut parler en anglais. Sorry, it's just on mute. Sorry. Thank you. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Je suis un peu nerveuse. Je suis un peu sur le track aujourd'hui. La première formation a eu lieu il y a 2 ans de cela. Les femmes étaient intégrées dans des groupes et souvent il y avait trop de bruit. Ce que je vais vous dire, c'est la voix des femmes qui ont participé au programme. Les femmes ont dit que le plus important était les droits humains. Nous avons parlé des biens de subsistance, des moyens de subsistance, le droit à l'accès et la protection de nos droits. Nous avons également analysé les barrières auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Dans la rubrique concernant le pouvoir, nous avons vu que c'était une barrière. Nous avons identifié nous identifions, nous associons avec l'égalité, l'idéologie d'égalité. La matrice donne l'opportunité à tout le monde de parler et de dire quelque chose concernant notre vie, notre quotidien à Kuala Lumpur.
et également de parler des problèmes que auxquels nous sommes confrontés en tant que réfugiés. Parlant de la violence sexuelle et sexiste, les femmes en souffrent énormément. Beaucoup de femmes se sont accordées pour dire que ce fut la première fois qu'elles ont eu l'opportunité de parler de leurs problèmes. Et ça a été une véritable bouffée d'oxygène pour elles. Je vais vous présenter notre deuxième panéliste, Kipte. Merci, Apajad. Je suis Kipte Ousbe. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit projet sur la COVID-19 qui était une partie intégrante de ce projet qui a été recommandé par les femmes. Et ces femmes veulent être reconnues en tant que leaders et en tant que des personnes qui peuvent concevoir et mettre en œuvre des projets. Pendant la COVID, le groupe était géré par les femmes à distance. Il y a 16 personnes focales et il y avait des représentants de la Somalie, du Myanmar, du Pakistan. Et il y avait aussi 4 personnes de Rohingya. En 2020, il y a eu des formations pour les personnes focales. Elles ont travaillé avec leur communauté pour découvrir ce qu'elles allaient mettre en œuvre. Parfois, c'était des discussions entre amis, mais aussi à d'autres occasions, c'était des partages d'informations. Il y a aussi des discussions avec le HCR, au cours desquelles les personnes focales pouvaient partager leurs problèmes. Nous avons développé un autre système à travers lequel il y a une personne qui est recommandée. Et l'impact de la COVID a exacerbé la souffrance des populations. Donc, il fallait... les femmes ont demandé pourquoi on ne leur apportait pas de soutien. Et la réponse à sa question n'était pas vraiment plaisante. Alors, je suis désemparé parce que je me rends compte que les femmes ont besoin d'éléments physiques pour leurs besoins. Et malgré toutes ces difficultés, le projet fonctionne. Et nous voulons, bien entendu, continuer dans cette lancée. Les personnes focales et les autres femmes, les femmes ont été formées et elles ont été formées pour le développement de plusieurs projets. Il y a eu des formations sur des thèmes tels que les réponses aux violences sexistes. Nous sommes convaincus que nous sommes écoutés par les ONG et le HCR. Et cela nous a donné plus de conviction que notre travail ira bon train. Merci, Apajot. Je vais vous présenter maintenant Fadia. Merci, Apajot. J'ai le plaisir de vous partager mon expérience sur le pacte mondial sur les réfugiés. Il y a 3 raisons. Alors, le projet à Daganitan, c'est de protéger, l'objectif, c'est de protéger les réfugiés, surtout les femmes. Deuxième raison, c'est que nous voulons travailler avec une communauté diverse de réfugiés. Et troisième, le questionnement réciproque permet une plus grande participation qui met en exergue la réflexion. Alors, le projet met ensemble des partenaires importants
de l'Institut de recherche malaisien, également l'Université de Galles du Sud, également avec le soutien du HCR malaisien. Ça a été une grande expérience. Les questions importantes que nous avons apprises sont les suivantes. L'identification et le rassemblement des femmes réfugiées leaders de 7 groupes. Et ce sont des groupes d'Iran, Sri Lanka, qui participaient à des consultations qui ont abouti à une table ronde avec les ONG internationales, le gouvernement malaisien, des ONG locales, des instituts de recherche. Et l'accent a été mis sur les organisations réfugiées à travers le monde. Le but était de promouvoir le droit des femmes contre les violences sexuelles et sexistes. Deuxièmement, supporter les groupes de soutien et en vue de faciliter le système de recommandation. En termes de résultats, le nombre de femmes participantes a été constant et 8 groupes ont participé, composés de 15 membres chacun. Tout ceci a commencé en 2020 lorsque la COVID a commencé. Et chaque trimestre, il y a eu une formation sur les thèmes tels que la sensibilisation sur le genre, les droits humains, les problèmes sociaux et économiques. Et deuxième élément, bâtir un solide réseau. Il y a certaines communautés qui sont engagées à continuer. Et le travail est toujours mis en œuvre grâce à un programme, un système de recherche réciproque avec l'approche ascendante. Et il y a eu des bénéfices, des avantages importants tels que soutenir le moral des participants, nous nous engageons à continuer à travailler avec ces groupes. C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien pour aider les organisations dirigées par les réfugiés. Nous sommes également à la recherche de ressources pour faire en sorte que le travail des femmes réfugiées leaders soit reconnu. Je vous passe la parole maintenant, Thomas Aldrich. Merci, Apadja. C'est un plaisir de parler à ce forum. Nous reconnaissons aujourd'hui l'importance du rôle joué par les milliers de femmes dans leur communauté chaque jour. Nous reconnaissons également leur contribution à diriger leur communauté. Nous voyons ceci chaque jour dans la vie des femmes en Malaisie qui font un travail important. De façon infatigable, elles aident leurs familles à se maintenir. Et tout ce qu'elles font inspire. C'est pourquoi nous avons le plaisir de soutenir ce projet. C'est un projet innovateur et est avantageux pour des milliers, des centaines de réfugiés pendant cette pandémie. Nous sommes reconnaissants pour l'opportunité que vous nous accordez de participer à ce programme. Et le plus important, c'est que nous avons, à travers ce projet, l'opportunité d'écouter les femmes. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Elles veulent vivre dans une communauté
où il n'y a pas de violence sexiste, il n'y a pas de violence. Elle veut être autonome et habilitée pour prendre des décisions qui concernent leur bien-être et celui de leur famille. Nous sommes disposés à vous aider. Nous sommes conscients que pour y arriver, les femmes réfugiées doivent être invitées aux tables de discussion pour prendre les décisions avec nous. Nous sommes également reconnaissants du travail de la contribution de l'Université de Galles du Sud et l'équipe fera en sorte que Leila et autres soient en contact avec nous pour qu'elles soient les championnes des droits des femmes dans leur communauté. Alors, un élément très important de ce projet, c'est qu'il démontre l'importance des réfugiés. Et ils sont des éléments importants à prendre en compte pour atteindre nos objectifs. Le HCR est convaincu que ce projet est un exemple typique de comment élaborer des projets dirigés par les réfugiés. Et le projet vise l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles. Les leçons sur l'inclusion seront, les objectifs d'inclusion de ce projet seront mis en œuvre en Malaisie. Je voulais féliciter toutes ces femmes réfugiées. Et sur ces mots, je voudrais vous dire merci. Merci Thomas. Merci à tous les participants pour leur contribution et le rôle que vous jouez dans le rôle que peuvent jouer les femmes réfugiées dans leur communauté. Et ce projet est le bienvenu et il a une approche multisectorielle, multipartite. Avant de passer à la séance de questions-réponses, nous allons regarder un film de deux minutes qui nous montre la méthodologie qui est utilisée pour montrer le travail des femmes. Il s'agit d'un projet qui a été réalisé au sein de la communauté Rohingya, où travaille Laila. Dans notre formation, nos partenaires, nous fabriquons ce bijou au cou et tout le monde le porte pendant notre formation. Alors, la discussion principale, c'est sur les droits des hommes. Alors, les femmes utilisent ce bijou pour présenter les droits des femmes. Nous sommes très heureux de porter ce collier. Nous avons fui dans un autre pays désespéré. Et je voudrais vous dire quelque chose. Une seule chose que je voudrais vous dire. Nous venons de nous débarrasser de notre collier. Nous voulons que nos droits soient respectés comme les vôtres. Et au nom de tous les réfugiés, je voudrais vous demander de l'aide. Je voudrais vous demander, voudriez-vous prendre toutes les perles à même le sol afin de refaire nos colliers? Nous allons ensemble travailler pour trouver des solutions. Avant de passer à la séance de questions-réponses,
Well, thank you very much. And Merci beaucoup. I'm really blown away by this session. Je suis particulièrement impressionnée par tout votre travail. Merci d'avoir décrit de manière aussi intéressante la méthodologie de votre matrice. Merci à tous ces participants. Merci à ces vidéos très intéressantes. Merci surtout pour cette vidéo qui montrait ces colliers qui représentaient leurs droits et ces perles au sol qui doivent être ramassées pour reconstituer ces colliers des droits humains. Merci à tous les autres panélistes, surtout à Thomas Olbrich pour sa contribution. Cette session a été particulièrement interactive, surtout en matière de méthodologie de la matrice et du concept d'intersectionnalité qu'on vous montrait ces différentes routes qui provoquent cet accident de la route massif. Eh bien, c'est une image réelle de ce qui se passe dans la vie de ces femmes et jeunes filles réfugiées. C'est une image particulièrement vive et c'est très important que nous soulignions un point assez important ici. Ce sont les données. Les données, désagrégées afin que ces données puissent donner une meilleure vue de ce qui se passe sur le terrain. Nous aimerions également trouver des solutions à ces problèmes et proposer des plateformes à des femmes pour qu'elles puissent s'exprimer. Je pense qu'il y a une question qui m'était adressée. Comment est-ce que nous pouvons, en tant que membres du gouvernement, membres de l'ONU, membres de la société civile, des ONG, des organisations internationales et nationales, comment est-ce que nous pouvons savoir que notre action porte des changements? Eh bien, c'est à travers les données et les preuves que nous pouvons démontrer ce que nous faisons sur le terrain. J'aimerais également souligner qu'il est très important d'avoir un compte bancaire. C'est très important pour ces femmes d'avoir une place à la table des discussions, mais c'est également très important qu'elles aient une certaine autonomie financière. Si vous proposez des actions, si vous avez par exemple des responsables envers vos enfants, envers votre famille, vous devez avoir une autonomie financière. À travers nos actions dans le monde, nous avons remarqué que les demandeurs d'asile, les personnes apatrides, les réfugiés sont particulièrement vulnérables parce qu'elles n'ont pas de numéro de sécurité sociale, elles n'ont pas de compte bancaire, elles ne peuvent pas travailler et faire partie du système. Donc, c'est un nombre très important de problèmes que vous avez soulignés ici. J'aimerais conclure en vous félicitant toute l'équipe. Vous avez fait abattu un travail énorme. Merci de nous avoir expliqué la méthodologie de cette matrice. J'ai beaucoup apprécié comment est-ce qu'elle fonctionnait et les résultats de vos recherches et de votre travail afin d'aboutir à des recommandations pour trouver des solutions. Merci infiniment. Je vais repasser la parole à Pajok. Merci. Merci, Madame Dix. Nous avons un certain nombre de questions dans le chat et des liens également. Je vais commencer à adresser ma question à Linda. Nous demandons ce qu'est le véritable sens de la participation. Pourriez-vous nous éclairer sur ce sujet? Merci à Pajok. Merci aussi aux interprètes. Je prie leur indulgence parce que je pense que nous avons débordé le temps. En matière de participation, je pense que ce que nous avons fait, c'est de développer une matrice pour connaître le niveau de participation des réfugiés, leur participation à des projets, comment est-ce que les femmes développent ces projets, les différentes propositions. Nous avons des modèles qui fonctionnent en Thaïlande. Nous avons également un deuxième type de participation, la participation effective des réfugiés, qui inclut par exemple des partenaires comme le HCR et d'autres organisations, et d'autres partenaires comme ceux qui travaillent en Malaisie. Nous avons la participation qui tourne autour de l'inclusion avec des réactions
venant directement des réfugiés. Nous avons un autre type de participation informative, recueillir les avis des différents réfugiés. Et enfin, il faudrait s'assurer que leur participation, leur leadership, ajoute au combat pour l'égalité des genres, parce que sans leur participation, il n'y a pas d'égalité de genre. Merci. Merci Linda pour ces réponses. Prochaine question. Comment est-ce que nous pourrions assurer la responsabilité des membres du gouvernement et d'autres organisations? Je vais donc adresser cette question à qui veut la prendre. Je vais me désigner comme volontaire. C'est une question très épineuse, mais je pense que nous devrions être honnêtes et courageux pour dire la vérité. Il y a toujours des risques d'être s'écarter du droit chemin et d'heurter certaines sensibilités. Mais ce que nous faisons à Tanganyika, ce n'est pas suffisant pour inclure tous les gouvernements. Eh bien, tout ce que nous avons essayé de faire, c'est partager les informations que nous obtenons sur le terrain avec sincérité et dire la vérité par rapport au principe des droits de l'homme. C'est tout ce que je peux apporter comme réponse. Merci Fajar. Est-ce que vous pourriez résumer la méthodologie de cette matrice et ses résultats? Kipté, Linda, est-ce que vous aimeriez répondre à cette question? Linda, votre micro est fermé. Ah oui, désolée. Je pense que le résultat principal de cette méthodologie, c'est qu'elle nous permet d'avoir les connaissances, les compétences, entre autres, de ces femmes réfugiées qui ont participé à ce projet. Nous avons offert une plateforme à ces femmes afin qu'elles puissent participer, partager leurs idées, un espace sûr pour qu'elles puissent librement dire ce qu'elles pensent, présenter leurs idées et essayer à notre tour de partager ces idées avec le HCR, d'autres membres de la protection et de l'aide humanitaire. Nous essayons de travailler avec ces communautés et de les considérer comme des partenaires sur un seul pied d'égalité, sur un pied d'égalité. Je pense que c'est un point très important de notre méthodologie. Merci, Papacha. Je pense que la prochaine question vous est aussi adressée. Comment est-ce qu'on pourrait partager ces expériences quand, par exemple, vous mettez en place cette matrice? Comment est-ce que les personnes âgées et les enfants ont utilisé cette matrice? Y a-t-il eu des différences au niveau des résultats obtenus? Je pense que cette matrice est un outil assez flexible. Vous n'avez pas besoin d'être éduqué pour répondre aux questions qu'on vous pose. Par exemple, au Burundi, beaucoup d'enfants sont illettrés, mais ça ne leur a pas empêché de participer. Il y a des femmes âgées, des hommes âgés qui ont participé parce qu'il y a des images. Nous avons essayé de nous assurer que ces petits groupes participent effectivement à ces activités. Nous voulions partager leur analyse et leurs idées. Parfois, certaines femmes se sentent obligées d'être franches envers ce qu'elles vivent en matière de violence sexuelle et sexiste. Elles ont besoin d'être courageuses. Donc, nous valorisons cette perspective intergénérationnelle qui fait partie entière de cette matrice. Merci Linda. Je pense qu'il y a une dernière question. Comment est-ce que cette matrice peut être reliée aux hommes et aux garçons? Est-ce que
leurs problèmes sont différents de celles des femmes. Si vous avez des commentaires, des remarques concernant votre expérience en la matière. Allez-y, Linda. Beaucoup d'hommes et de femmes ont participé à cette activité en Malaisie. Est-ce que tu voudrais bien nous aider à répondre à cette question, Faja? Je pense que cette question concernait l'utilisation de la matrice par les hommes et les garçons. Oui, c'est le cas. Et tout à fait. Donc, je dirais que les femmes, les hommes sont tout aussi affectés par ce type de violence. Je pense que c'est là la beauté de l'intersectionnalité. Eh bien, il y a plein de problèmes qui se rejoignent et qui traversent même les barrières comme le genre. Donc, je peux répondre par l'affirmative en disant que ces problèmes se retrouvent dans un groupe ou dans l'autre. J'aimerais également ajouter de l'eau à ton moulin en précisant que nous avons travaillé avec plusieurs personnes en Malaisie, au Bangladesh, en Thaïlande. Nous avons travaillé avec les hommes et les femmes avec cette matrice. Nous voulions en fait recueillir leurs expériences, les expériences des hommes, les expériences des femmes, des mères. Et ce que nous avons remarqué, c'est que certains hommes avaient une analyse profonde et particulièrement intéressante sur les violences sexuelles et sexistes auxquelles les femmes sont exposées. Eux aussi sont victimes du patriarcat. C'est également le cas dans mon pays, en Australie. Les hommes ont une analyse aussi intéressante que celle des femmes qui remettent en question le fait qu'on pense que ces problèmes sont seulement liés à la culture. Il y a d'autres points économiques, sociaux, liés à l'éducation qui génèrent ces inégalités, ces violences sexuelles et sexistes. Ils apportent, ces hommes et ces garçons, une autre perspective très intéressante pour comprendre cette problématique. Merci, Apaja. Pardon. Nous avons encore pas mal de questions qui nous parviennent. Malheureusement, nous n'avons plus suffisamment de temps pour répondre à toutes ces questions. Merci en tout cas. Nous aurons l'opportunité de répondre à vos questions peut-être par courriel. Merci d'avoir pris le temps d'être des nôtres. Merci à tous nos intervenants. J'espère que nous pourrons encore discuter avec vous. Nous partagerons vos emails. Prenez le temps de répondre aux évaluations, à la fiche d'évaluation que vous recevrez dans vos différentes boîtes de courrier électronique. Prenez le temps, s'il vous plaît, d'y répondre. N'oubliez pas également de repasser en revue cette matrice, de l'explorer et de mieux la comprendre. Cette session a été enregistrée et nous vous partagerons le lien vers ces enregistrements. Merci, agréable journée à vous.